Selon le protagoniste de cette histoire, il y a toutes sortes de gens dans ce monde, grands, petits, joyeux, sombres, certains qui sont comme le printemps, et d'autres qui le détestent. Alors qu'il est encore en train de réfléchir à sa philosophie, une fille glisse brusquement sur une peau de banane en passant devant lui, et il l'ajoute rapidement à sa liste. Il se précipite vers elle et la retient avant qu'elle ne tombe, parce que rien ne dit plus héros que d'attraper quelqu'un en pleine glissade sur une peau de banane. Très soulagé, il s'enquiert de son bien-être. La fille paniquée se retourne et le fixe. Elle est encore plus terrifiée lorsque son regard se pose sur son visage. Mec, même les applications de reconnaissance faciale auraient peur de ce type. Elle essaie de répondre en bégayant énormément, mais s'enfuit rapidement comme une bourrasque de vent. Le garçon semble légèrement déçu, car il n'y avait aucune raison pour qu'elle s'enfuie comme ça. Cependant, il est habitué à de telles situations. Il s'avère que lorsqu'il était en 4e année, il a grandi de 30 cm en un an, et actuellement, il mesure environ 1,90 m. Ouais. Apparemment, les étirements étaient son passe-temps d'enfance. Il avait cette raideur innée dans les muscles de son visage et a ensuite eu cette vilaine cicatrice sur son visage parce qu'il était espiègle quand il était enfant, ce qui lui a valu un certificat officiel de terreur. Au collège, il est devenu célèbre pour appartenir à une famille de gangsters notoires et pour avoir tué 30 criminels en les regardant simplement. À ce moment-là, les gens étaient même terrifiés à l'idée d'établir un contact visuel avec lui. Imaginez être mis en retenue juste pour avoir cligné des yeux sur quelqu'un. Maintenant, il ne s'inquiète pas d'être évité comme toujours. Cependant, il est très à l'aise avec la situation mélancolique qui s'est produite lors de son tout premier jour d'école. Pourtant, il essaie d'être positif et jure de passer le meilleur moment depuis. Selon lui, la jeunesse est une expérience unique. Il est certain qu'il ne rencontrera plus jamais cette maladroite et peureuse. Ouais. Jusqu'à ce que le destin dise, lol, non. Bientôt, il entre dans son école, où les gens le regardent avec stupéfaction, mais il est électrisé dès qu'il entre dans sa salle de classe, car devant lui, la même peureuse est assise. Il n'en croit pas sa chance que non seulement elle soit dans la même classe que lui, mais qu'elle soit aussi sa voisine de siège. La fille se retourne et devient littéralement un chat pris par un fil électrique nu en le voyant. Et dire que je pensais que les chats étaient des reines du drame. Plus tard, le professeur accueille toutes les nouvelles admissions et les encourage à donner leur présentation complète avec un message pour leurs camarades de classe. Suivant les instructions, les élèves commencent à se présenter un par un, et bientôt les projecteurs sont sur le point de se braquer sur notre protagoniste qui est aussi nerveux que de la gelée, se persuadant de ne rien dire de drôle. Il ne veut pas que les gens voient son sourire bizarre et veut être abordable. Bonne chance pour cacher ce sourire de fantôme que je viens de voir. Il est déterminé à se faire des amis cette fois-ci. Finalement, il se lève et décide de mettre sa répétition de démarche à l'épreuve. Il se présente comme Yujioka Tazuku, diplômé du collège Keon. Involontairement, il affiche son sourire de Dracula, espérant s'entendre avec ses camarades de classe. Parce que rien ne crie plus à l'ami potentiel qu'une apparition dans un film d'horreur, mais les pauvres enfants sont pétrifiés de voir un visage aussi tortueux, et il réalise son erreur, il avait accidentellement souri à cause du stress. Le malheureux Leia s'entraînait à sourire comme un Grinch depuis le matin, mais il a fait une grosse erreur. Ensuite, c'est au tour de la peureuse, et elle se lève lentement et se présente comme Kuzarushi Moashizaki. Vous savez que l'introduction est effrayante quand elle sert aussi de défi de virelangue. Elle croise les bras en tremblant et, avec un regard baissé, marmonne qu'elle manque de confiance en elle lorsqu'elle fait face à une foule. Ujoka la regarde avec étonnement et se demande si elle ne parle pas, alors les autres auront une mauvaise idée d'elle qui ne préfère pas se mêler à qui que ce soit. Il trouve vraiment bizarre ce signe qu'elle se fait à elle-même. Retournement de situation. Nous sommes tous juste des originaux dans le journal de quelqu'un. À partir de ce moment-là, inconsciemment, Ozuru est sous sa surveillance étroite. Il a réussi à saisir une petite partie de ses habitudes quotidiennes. Premièrement, elle préfère s'asseoir toute seule, timidement, sans être remarquée. Il a observé que son visage est généralement couvert de bandages car elle se présente à l'école même lorsqu'elle est malmenée. Conseil de mode. Les bandages sont à la mode cette saison, apparemment. Lorsque quelqu'un l'approche, elle sursaute toujours de peur et finit par s'excuser.
Sa tenue est également échevelée, et parfois même ses chaussettes sont dépareillées. Comme on pouvait s'y attendre, les autres camarades de classe ont également remarqué son comportement excentrique ainsi que son nom particulier. Une fois, Yujioka surprend deux garçons qui parlent d'elle, l'un d'eux se demande si elle se camoufle délibérément dans une aura mystérieuse. L'autre a observé son malaise lorsque quelqu'un passe près d'elle. Les camarades de classe n'aiment pas son comportement car elle leur donne l'impression de l'intimider. Yujioka pense qu'ils sont méchants malgré son étrangeté évidente. Bientôt, il arrive devant ces deux-là, les regardant fixement. Les garçons sont frappés de panique car ils supposent qu'il essaie de les intimider avec son regard mortel. Niveau de regard de la mort, mode expert activé. Il s'excuse en tremblant de lui avoir barré le chemin dans le couloir et lui laisse rapidement le passage. Le pauvre Joka est très confus d'avoir fait penser à lui comme à un don notoire. Les gars chuchotent derrière lui, commentant son visage d'allure sinistre. Il passe devant eux tranquillement, pensant qu'il trouve assez pénibles les commentaires insensibles des autres à son sujet. Ouais. Les compliments font plus mal quand ils vous traitent d'effrayant. Dans la salle de classe, le professeur signale le début du cours. Yujioka aperçoit Kozaru en train de fouiller frénétiquement dans son sac. Il se demande ce qu'elle manigance. Le professeur lui demande de lire un chapitre à voix haute. Alerte au divulgateur. Le sac gagne toujours. Elle affirme nerveusement et essaie de sortir quelque chose du sac. Yujioka se rend compte que son livre est coincé dans la fermeture éclair, et c'est pourquoi elle a du mal à le sortir. Le professeur l'exhorte avec impatience à se dépêcher. Elle commence à tirer sauvagement sur le livre, et dans cette tentative, le livre s'envole soudainement du sac. Elle essaie de l'attraper, mais il glisse par la fenêtre. Yujioka est alarmé par cette situation soudaine et pénible, puis il se tourne anxieusement vers son visage complètement épuisé. Le professeur l'interroge sévèrement sur le fait de ne pas encore avoir sorti le manuel et suppose qu'elle l'a oublié à la maison. Et dire que je pensais que les avions en papier étaient amusants. Un Yujioka stupéfait se demande si quelqu'un d'autre a été témoin de cette scène embarrassante, mais il se rend compte que puisque cela s'est produit pendant le cours et qu'ils sont au fond de la classe, probablement personne d'autre ne l'a remarqué. Le professeur s'en prend à Kojiru pour ne pas l'avoir informée plus tôt qu'elle n'avait pas le livre. Il la condamne même pour agir encore comme une collégienne parce que rien ne hurle la rage du professeur comme un drame sans livre. Toute la classe la regarde maladroitement pendant qu'elle essaie nerveusement d'expliquer sa position. Comme un éclair, Yujioka joint son bureau au sien, puis fait glisser son propre manuel vers elle. Il fixe le professeur intensément, souriant comme un Grinch tout en transpirant abondamment, insistant sur le fait qu'elle partagera le livre avec lui. Grinch mode activé, maintenant avec 100% plus d'intimidation. Instantanément, le professeur cède à l'aura de puissance autour de lui et décide de donner une chance de plus à Kozaru. Plus tard, alors qu'il rentre de l'école, il se sent étrangement épuisé. Il se souvient qu'après le cours, il s'était approché de Kozaru, l'informant qu'il avait vu son livre s'envoler par la fenêtre. Parce que chasser les manuels volants est apparemment un sport de contact, il lui a demandé si elle avait besoin d'aide pour le récupérer. Étrangement, elle est devenue aussi ébouriffée qu'un chat électrisé et s'est rapidement enfuie, insistant sur le fait qu'il ne devrait pas s'en soucier. Actuellement, une légère déception l'envahit, pensant que tout le monde a peur de lui, et il décide de garder ses distances avec tout le monde à partir de maintenant. Personne n'a dit qu'être effrayant venait avec des avantages d'amitié. Alors qu'il continue de marcher, il la rencontre soudainement et, comme prévu, elle se transforme en un petit chat crépus en le voyant. Il remarque le manuel tomber dans sa main et devine qu'elle l'a effectivement trouvé. Il plaisante, se souvenant de cet incident hilarant, et est certain que cela se serait transformé en un clip de comédie fou si cela avait été filmé. Contenu viral garanti, édition professeur contre livre volant. Sur ce, il continue de glousser, mais se rappelle ensuite qu'il n'était plus censé lui parler. Il décide de partir et exprime son soulagement qu'elle ait trouvé son livre. Alors qu'il se retourne, Kozaru rassemble tout son courage et tousse bruyamment pour attirer son attention. Tousser, le mouvement ultime regardez-moi, Yujioka est étonné de l'avoir parlé si fort. Assez nerveusement, elle exprime sa curiosité à propos de lui qui est gentil avec elle. Il insiste sur le fait qu'il n'essayait pas de l'aider délibérément. Elle lui rappelle le moment où il est intervenu lorsque le professeur la condamnait, et elle était sur le point de s'excuser.
Il lui assure doucement qu'elle n'avait pas tort à ce moment-là, elle n'a donc pas besoin de s'excuser tout le temps. Dans un état de stupeur, elle essaie de confirmer avec lui si elle n'avait rien fait de mal. Il explique qu'elle n'avait pas oublié son manuel en réalité. Et si elle avait expliqué sa situation à ce moment-là, tout le monde l'aurait cru. Il avait observé depuis le siège à côté d'elle qu'elle essaie toujours fort, et il n'y a rien de mal à cela. Une larme coule sur sa joue alors qu'elle le regarde les yeux grands ouverts. Niveau de larmes, mignon mais chaotique. Il n'arrive pas à croire qu'elle pleure vraiment. Elle finit par craquer, expliquant qu'elle essaie toujours fort mais sans succès. Quand il semble perplexe, elle explique que depuis son enfance, elle a été maladroite. Chronique de maladresse, chaussettes facultatives, déversements obligatoires. Il semble que sa confiance en soi soit au plus bas. Plus elle essaie de réparer ses erreurs, plus elle s'y enfonce. Elle raconte comment elle portait des chaussettes dépareillées ce matin-là car elle était somnolente de s'être levée tôt, puis est tombée par terre, d'où les blessures. Chaussettes dépareillées, officiellement un avertissement de danger. Suite à sa mauvaise soumission de notes, elle semble être coincée dans une boucle sans fin. Elle le supplie de ne pas s'impliquer avec elle même si elle est terriblement seule. Elle admet qu'elle est la fautive, et c'est la raison de sa très faible estime de soi. Niveau d'auto-blâme. Mode expert déverrouillé. Mais quand Yuji Oka a mentionné à quel point elle est travailleuse et qu'elle n'est pas toujours en faute, son cœur s'est rempli de joie. Elle n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse dire des choses aussi positives sur elle. Elle raconte comment elle a également hésité lors de la cérémonie d'entrée lorsqu'elle est accidentellement tombée sur une peau de banane. Peau de banane, l'ennemi tacite de la dignité. Elle s'excuse auprès de lui de s'être enfuie alors qu'il essayait seulement de l'aider. Hésitant, il lui demande si elle s'est enfuie juste parce qu'il la terrifiait. Maintenant, cette question la surprend, alors il pointe son visage effrayé en taille gigantesque. La taille compte, apparemment, pour effrayer les humains, mais elle insiste sur le fait qu'elle ne le trouve pas du tout effrayant. Elle souligne qu'il est un garçon au cœur bon. Il la regarde hébété car personne, à l'exception des membres de sa famille, n'a dit des mots aussi positifs sur lui. Mots gentils entrant, procédé avec incrédulité. Un sourire effrayant apparaît sur son visage, et il s'adresse à nouveau à elle. La pauvre fille se fige comme un chat dans une terreur absolue. Il l'éclaire sur son objectif de profiter pleinement de ses jours de jeunesse au lycée et l'invite avec enthousiasme à le rejoindre pour ce faire. Liste de choses à faire au lycée. Étape 1, survivre au manuel et au ballon. Il lui conseille qu'être seul, puis se blâmer pour avoir abandonné, est très pénible. Après avoir prononcé un discours sincère, il ferme les yeux avec confusion, puis s'excuse auprès d'elle, expliquant que c'était juste un lapsus. Il clarifie hystériquement comment il n'a jamais eu d'amis proches non plus et n'est pas certain de son choix de mots, chaos sincère, maintenant disponible en HD. Les yeux fermés et le visage rouge, il annonce avec animation qu'il veut se lier d'amitié avec elle et veut connaître son opinion. Il ouvre lentement les yeux et, à son alarme, la fille folle saute littéralement verticalement, et il note que son saut est incroyablement haut. Ensuite, elle accepte d'être son amie. Saut de niveau ninja. Amitié assurée. Il exprime sa joie et remarque que même elle sourit, bien que maladroitement. Soudain, elle arrête soudainement de sourire alors que son regard passe devant lui. Un ballon de football clignotant rapidement vole vers eux quand elle se met héroïquement devant lui pour le protéger. Football, dodgeball, sacrifice ultime déverrouillé. En un rien de temps, le ballon de course lui frappe violemment le visage, la faisant tomber complètement. Un choc, Ujioka essaie rapidement de la soutenir. Mais secrètement, même lui est secoué par le bruit sourd de la collision. Alors qu'il l'aide, il se demande pourquoi elle a sauté comme ça, car elle aurait pu facilement lui dire d'esquiver. Point de héros, plus 100 de bon sens, moins 50. Kozaru se tient le nez et est d'accord avec lui. Elle admet à regret que dans les situations critiques, sa tête devient confuse et elle se déconnecte. Mais elle déclare être heureuse d'avoir pu protéger son ami. Cerveau embrumé, toujours invaincu dans l'héroïsme. Un Neujoka stupéfait fixe son visage tuméfié, et il serre son cœur qui rate un battement. Il réalise qu'il vient de se faire un ami très maladroit mais fiable. Félicitations.
prix de l'ami le plus chaotique mais fiable débloqué. Cette nuit-là, allongé sur le lit, Ujika essaie de se remémorer le fait qu'il s'est réellement fait un ami. Kuzaru semble toujours faire de son mieux, mais c'est une personne vraiment gentille. Il est incroyablement heureux. Mais il panique car il n'a aucune idée de comment les amis sont censés passer du temps ensemble. Parce qu'apparemment, l'amitié sans un n'est pas venue avec un manuel ou une vidéo tutoriel. Il ignore complètement l'éthique affichée devant eux afin qu'il ne soit pas mal à l'aise. Ce n'est pas de sa faute car il ne s'est jamais fait de vrais amis auparavant et ne veut pas gâcher sa première fois. Le lendemain matin, il se réveille tout groggy à cause de trop réfléchir toute la nuit, mais son humeur s'améliore quand il voit Koshuru assis dans la classe. Il la fixe d'abord, puis lui balbutie un bonjour hésitant. Elle le regarde paresseusement, puis ses globes oculaires commencent à tournoyer dans une terreur absolue. Elle se précipite littéralement vers la fenêtre et enroule les rideaux environnants. Un Ujioka surpris la regarde avec incrédulité alors qu'elle l'évite si grossièrement. Rideau, 1. Ujioka, 0. Amitié, toujours en phase de test bêta. De derrière les rideaux, une voix timide apparaît qu'elle cache délibérément de lui. Quand il exprime sa curiosité, elle explique qu'elle est complètement perdue sur la façon d'agir avec des amis. Il est choqué d'apprendre que leurs sentiments sont mutuels. Confusion mutuelle, le fondement des amitiés épiques. Elle l'éclaire timidement sur sa décision que pour le moment, il sera sous son observation. Le monde entier tourbillonne autour de lui alors qu'il la regarde avec interrogation. Elle explique qu'elle observera ses habitudes et ses passe-temps quotidiens pour développer une bonne compréhension, car l'espionnage est totalement un rituel d'amitié introductif standard. Selon elle, c'est la meilleure façon de construire une relation forte. Et Ujioka commence à se détendre un peu, alors elle mentionne avec enthousiasme le projet d'observation des gloires du matin qu'elle a fait pour sa recherche d'été à l'école primaire et prétend avoir remporté un prix d'or pour cela. Il la regarde avec curiosité, alors elle déclare qu'elle est tout à fait prête à faire de son mieux. Projet scientifique de l'école primaire, se transformant en surveillance d'amitié à vie depuis février 2008. Maintenant, Ujioka se souvient comment il faisait la même chose avec elle hier. Il décide de lui laisser du temps si c'est ce qu'elle veut faire. Elle déclare que temporairement, elle se concentrera sur la collecte de données à son sujet. Donc, en attendant, il devrait la considérer comme invisible. Mode invisible, activé. Manteau d'amitié activé. Il lui vient à l'esprit que la raison pour laquelle elle a décidé de se transformer en Shimaki. Il suppose qu'elle veut qu'il l'évite pour le moment. Elle le corrige en disant qu'elle ne veut pas influencer les résultats pour obtenir des données précises. Rien ne dit rigueur scientifique comme se transformer en une collation de riz gluant. Elle assure qu'il sera informé une fois qu'elle sera prête. À partir de ce jour, Koshuru l'observe attentivement tout en faisant semblant de lire un livre ou de derrière le pilier. Parfois, elle le regarde follement d'une poubelle ou fouine en devenant un mur sur deux jambes. Le niveau de la colonne vertébrale, MacJV rencontre la tranche de vie du lycée. Il remarque que les gens autour d'eux les fixent bizarrement, mais il se console en se disant qu'au moins elle passe un bon moment. Il remarque son soudain bavardage en lui expliquant toute la situation. À la maison, Ujioka décide de concevoir sa propre façon de se rapprocher d'elle, alors il note quelques éléments. Étape 1, cahier. Étape 2, planifier la domination mondiale ou juste l'amitié. Le lendemain à l'école, il est étonné de trouver une note de Kojiru indiquant qu'elle l'attendra dans la cour. Son visage s'illumine en supposant que c'est le signal dont elle parlait il y a quelques jours. Bientôt, il est excité à la recherche de sa destination. Soudain, il rencontre 3 intimidateurs qui le fixent de manière intimidante. Ujioka n'a jamais vu ces voyous auparavant, mais l'un d'eux grogne d'une manière menaçante qu'ils l'attendent depuis si longtemps. Une réalisation horrible se fait jour en lui que la note a en fait été écrite par ces 3 voyous et non par Koznu. L'un d'eux présente Ujioka à son aîné et le déclare le plus fort bœuf du coin, affirmant que même 50 transgresseurs de la loi ne peuvent pas lui faire face. Il semble que le garçon le connaisse de son ancien collège. L'aîné attrape Ujioka par son col et le secoue violemment, le réprimandant pour ne pas avoir pris la peine de le saluer. Alerte bœuf. Apparemment, Ujioka est maintenant un concurrent certifié pour la viande. Le garçon gigantesque transpire, trouvant l'aîné assez menaçant.
Il est contre des personnes aussi conflictuelles, essayant de les éviter autant que possible. Et pour cette raison, il a choisi un lycée loin de chez lui. Il regarde autour de lui comme une souris effrayée, espérant un miracle. Mode souris. Activé. Se faufiler. Se cacher. Survivre. Les gens autour d'eux les fixent avec suspicion, les considérant comme des personnages méchants d'un manga. En fait, il se considère comme un nerd hardcore dont le passe-temps favori est de jouer au puzzle. Il fixe nerveusement le visage sinistre de l'aîné, se rappelant qu'il n'a pratiquement mis personne KO et qu'il n'a jamais été dans une bagarre. Mais pour les autres, il semble être l'un des gangs de voyous, alerte nerd, sous couverture dans le mauvais film d'action. Plus tôt, il se souvient que Kojiro lui a dit qu'elle n'avait pas peur de lui, mais maintenant il n'en est pas sûr. Le voyant absent, l'aîné lui crie dessus pour lui avoir fait la tête et est sur le point de lui décerner un coup de poing de puissance quand, miraculeusement, quelqu'un zoome vers eux à la vitesse de la lumière et frappe l'aîné avec un cône de signalisation. Cône de signalisation. Mise à niveau instantané de super-héros. Hautement sous-estimé. Yuji Oka est surpris de voir une petite silhouette avec un cône de signalisation sur la tête, devant le seigneur à terre. Il est choqué de découvrir que son sauveur n'est autre que Kozaru, qui retire le cône avec soulagement. Elle crie à plein poumon pour arrêter la violence. Kozaru, le petit ninja au cône que tout le monde sous-estimait. Un Ujioka nerveux n'arrive pas à croire que ces mots sortent de sa bouche. Elle s'enquiert de son bien-être et explique qu'elle l'observait depuis le début, et que, soudain, il allait se faire renverser. Hésitant, il veut lui dire que c'était un malentendu et que la dernière chose qu'il souhaite est que Koshuru ait peur de lui. Niveau de malentendu, chaotique. Intervention de Koshuru, légendaire. Mais à son soulagement, elle le déclare une personne aimable. Elle affirme qu'elle est arrivée à cette conclusion après l'avoir surveillé pendant des jours. Elle mentionne comment il a aidé un chat, changé l'eau des fleurs de la classe, rendu les objets trouvés à la police de manière appropriée et même vérifié si elle le suivait. Surveillance du quartier, édition Koshuru, protégeant Ujoka un acte héroïque à la fois. Alors, quand elle l'a vu avec ces gens louches, elle a senti qu'il pourrait lui faire du mal. Elle le supplie de la laisser le protéger, même si elle n'est pas très fiable. Il est très touché par sa prévenance. Petite protectrice, grand cœur. Attention. Les niveaux de mignonnerie peuvent exploser. Même si elle n'est pas très intelligente, elle est assurément une personne sincère. Cependant, il trouve assez amusant qu'une Kojiro timide veuille protéger le colossal Ujioka et, en un rien de temps, il éclate de rire. Kojiro, ainsi que les trois brutes, le fixent du regard. Ujioka ne s'est jamais senti aussi exalté de sa vie, car elle lui a donné une raison de plus d'être avec elle. Alors qu'il hurle comme le tonnerre, les brutes commencent à trembler comme des feuilles et, finalement, le seigneur admet que Ujioka est l'homme le plus fort du coin. Les trois voyous s'enfuient alors rapidement pour sauver leur vie, défaite de méchants, style école primaire. Bonus. Boost d'ego inclus. Après un moment de silence gênant, elle se demande avec hésitation si elle a encore commis une gaffe. Il la console doucement et lui exprime sa gratitude de l'avoir protégée. Elle le regarde un instant, puis éclate de petits rires. Petits rires, 100% efficaces contre les moments de gêne persistants. Il lui demande prudemment si le projet d'observation est terminé. Elle confirme joyeusement et lui montre un cahier où elle a soigneusement organisé tous les enregistrements. Elle promet de présenter très bientôt certaines de ses conclusions. Il trouve assez amusant que le rapport sur lui soit présenté. Puis il sort un cahier mince et proclame qu'il a même pris des notes sur elle. Il est révélé qu'il a noté des choses qu'ils devraient faire ensemble régulièrement, comme aller et revenir de l'école à pied, déjeuner ensemble et parler de leurs loisirs. Prise de notes mutuelles. Véritable amour de nerd confirmé. Il l'invite à rentrer chez elle avec lui pour le moment. Et ainsi, leur jeunesse bienheureuse commence à partir de ce jour. Chapitre. Amitié débloquée. Quête secondaire. Bonheur atteint. Ujoka est surpris par les progrès, mais, honnêtement, il n'a aucun projet pour le moment. Le pauvre garçon s'inquiète car il ne sait absolument pas comment la conversation s'est terminée avec eux rentrant chez eux à pied.
À cet égard, il manque cruellement de recherche et d'expérience. Niveau de stratégie d'amitié, 0. Niveau de transpiration nerveuse, 1000%. Il craint que ce silence ne tue leur relation et que Kojiru ne s'ennuie en sa compagnie. Il décide de stimuler la partie de son cerveau appelée hippocampe pour se rappeler des souvenirs et des expériences. Il essaie donc de trouver un indice dans les choses qu'il a vues dans sa vie et vise à extraire un souvenir. L'hippocampe, officiellement en alerte pour les opérations d'amitié d'urgence, mais tout ce qu'il trouve, ce sont des expériences désespérantes où il a du mal avec des problèmes de communication pendant ses années de collège. Il avait même lu des livres sur le développement personnel et sur la façon de se faire de nouveaux amis. Finalement, il parvient à dénicher un souvenir où il avait consulté un livre, améliorer mes compétences en communication et me faire 100 amis, car rien ne crie plus au génie social que de mémoriser 100 amis hypothétiques. À l'intérieur du livre, il y a un sujet lié à la création de conversations avec de nouveaux amis. Un Ujioka excité s'adresse à elle, puis s'interroge anxieusement sur quelque chose de récent ou quelque chose qu'ils ont en commun. Après s'être creusé la tête, tout ce qu'il parvient à lâcher, c'est si elle aime marcher. Niveau d'amorce de conversation, piéton. Jeu de mots intentionnel. C'est parce qu'actuellement, ils marchent tous les deux. Cependant, en posant immédiatement cette question, il se sent stupide. Il se rend compte qu'il a des compétences de conversation presque négligeables, s'appuyant rigidement sur des mots-clés comme récents et en commun. Mots-clés. Les seuls outils dans la boîte à outils conversationnelle de Joka. Il essaie à Vichudli de desserrer le nœud de sa cravate. Mais à sa grande surprise, elle répond avec un sourire qu'elle aime beaucoup marcher. Elle révèle que jusqu'à présent, en allant et revenant de l'école, elle se sentait toujours seule et déprimée. Cependant, les choses se sont éclaircies pour le moment après être devenue amie avec lui. Amélioration du copain de marche. Niveau de solitude égal à 0%. Elle ne peut s'empêcher de remarquer les belles choses qui l'entourent, comme le ciel bleu clair ou les fleurs épanouies au bord de la route. Elle admet que ces choses la rendent heureuse et qu'elle aime vraiment marcher avec lui. Ujioka est frappé par la foudre car il ne s'attendait pas à cette réponse de sa part. Niveau de choc, 100%. Circuits cérébraux, surchargés de confusion heureuse. Ensuite, elle se demande si elle peut s'arrêter au dépanneur. Il accepte volontiers, alors elle lui dit joyeusement de l'attendre et se dirige à l'intérieur. Tout ce temps, il sent que quelque chose d'important va arriver. Présage, 90% de chances de petit pain, 10% de chances de chaos. L'attente se prolonge, alors Joka, épuisée, s'assoit sur le trottoir. En un rien de temps, elle sort et le remercie d'avoir attendu. Il est surpris de remarquer la quantité de petits pains assortis dans ses bras. Apocalypse de petits pains imminente. Calories, glucides et chaos tout en un. Elle se demande innocemment s'il a plus faim entre la fin des cours et l'heure du dîner. Il admet qu'il meurt de faim, alors elle l'invite à se servir. Alors qu'il en prend un, il propose de le payer. Dilemme de paiement. Honneur contre faim, spoiler, la faim gagne. Elle rougit et détourne le regard, déclarant que c'est elle qui offre. Elle mentionne timidement que s'il veut donner quelque chose en échange des petits pains, alors il devrait aussi rentrer avec elle le lendemain. De plus, elle fait cette demande avec des yeux si brillants qu'il est même décontenancé pendant un instant. Niveau de contact visuel, mortel, rythme cardiaque, alerte rouge. Elle ajoute qu'elle veut rentrer chez elle avec lui tous les jours. Il panique instantanément et crie hystériquement, rejetant totalement son idée. En la voyant se hérisser comme un chat à nouveau, il baisse le ton et lui dit de ne pas le comprendre de travers. Il souligne qu'il soutient totalement son idée de rentrer chez lui avec elle quotidiennement, mais cela s'applique à toutes sortes de relations où l'argent est impliqué. Il croit que les problèmes d'argent peuvent ruiner n'importe quelle relation. Donc, à partir de maintenant, il devrait réserver les cadeaux pour les anniversaires et les occasions spéciales. Une Kozuru embarrassée est complètement d'accord avec lui. Amitié économique, maintenant avec 100% moins de dettes accidentelles. Soudain, il réalise sa propre erreur d'avoir dit des choses ridicules résultant d'une réflexion excessive, car il croit qu'il a divagué inutilement sur un tas de petits pains à la viande. Mais elle s'excuse auprès de lui d'être devenue si intense soudainement. À la fin,
il sourit et accepte de rentrer chez lui avec elle quotidiennement, même s'ils sont à court de petits pains assortis. Amitié officiellement alimentée par les petits pains. Effet secondaire. Joie extrême. Elle le regarde avec affection et exprime sa joie. Elle admet qu'elle était tellement excitée en pensant qu'il la rejetterait, et comme d'habitude, elle ne ferait face qu'à l'échec. Il lui assure rapidement qu'il ne lui ferait jamais une chose pareille. Niveau de réassurance, plus de 9000. Confiance cachère, redémarrer. Il exprime son désir de mieux la connaître et les choses qu'elle aime faire. Elle sourit rêveusement, mais le moment magique est interrompu par un grognement bestial venant de son estomac. Elle admet que maintenant elle est détendue, donc son appétit vorace est revenu. Grognement d'estomac, rebondissement de l'intrigue et alerte de faim tout en un. Bientôt, il décide de manger, et il l'avertit de faire attention car les petits pains sont assez chauds. Mais, malheureusement, elle avait déjà pris la bouchée avant de prêter attention à ses conseils, puis elle a commencé à gémir d'agonie après s'être brûlé la langue. Un Ojioka terrifié se demande si elle a besoin d'une boisson froide pour se rafraîchir. Langue grillée. Protocole d'hydratation d'urgence activé. Mais elle ne veut pas le déranger, alors elle utilise sa propre méthode enfantine de tirer la langue pour la refroidir naturellement. Il la regarde avec un étonnement absolu et se demande qu'il n'a jamais eu d'amis auparavant, alors il essaie toujours de comprendre comment et quoi dire pour se rapprocher d'elle. Il est curieux de savoir si le cœur commence à battre fort devant un ami. Physique de l'amitié, battement de cœur contre petits pains, les petits pains gagnant légèrement. Remarquant son expression anxieuse, elle se demande si quelque chose le dérange, mais il lui assure qu'il va très bien. Plus tard, il reçoit 6 des 12 petits pains du dépanneur, entièrement payés par Kozuru, puis la famille de Yujioka les dévore au petit déjeuner le lendemain matin. Le lendemain après l'école, Yujioka cherche Kozuru, mais elle est introuvable. Il se demande si elle est partie tôt à la maison. En marchant dans le couloir, il entend un bruit étrange provenant d'une salle de classe fermée. Il comprend que la voix appartient clairement à Kozaru, alors il jette un coup d'œil pour trouver une fille paniquée coincée contre le mur par une fille plus grande. Au début, elle essaie de comprendre la situation, se demandant si la grande fille est une connaissance de Kozaru. Mais ensuite, il regarde de près le visage de Kozaru et est stupéfait de le trouver complètement vidé de son sang. Vérification du visage. Mode fantôme activé. Niveau de panique de Joka, au maximum. Il entre immédiatement pour l'aider. Il rugit à plein poumon pour savoir si elle va bien. Alors quand la grande fille se retourne, il est frappé de stupeur en découvrant que c'est une Geru. Il l'appelle son opposé complet parce qu'il n'a aucun sens de la mode ou du style comme elle. Kozuru fond presque par terre à cause de la terreur, tandis qu'il demande nerveusement à la fille en plastique si elle a quelque chose à voir avec Kozuru. La fille mentionne simplement qu'elle voulait lui demander quelque chose, mais elle n'a pas été capable de la faire parler ou même d'établir un contact visuel. Niveau de communication, 0. Niveau de terreur, double 0. Instantanément, il comprend que Kozaru pourrait avoir eu peur d'être soudainement coincé par une étrangère. Même lui ressent la chaleur anormale autour de lui et prédit qu'il subira un sort similaire à celui de Kozaru. C'est parce que malgré son envie de profiter de sa jeunesse, il panique autour des gens insistants. Plan de plaisir de la jeunesse, annulé. Mode panique, engagé. La Jiro manifeste ensuite son intérêt pour lui et coince sa taille massive contre le mur. Elle le fusille du regard et demande s'il sort avec Kozuru. Le Joka frappé de terreur se met à transpirer froidement, complètement déconcerté par cette attaque soudaine. Il nie frénétiquement ses allégations, puis exprime sa curiosité à propos de son nom. La Gyaru se présente comme Tambatuku et l'informe qu'elle est sa camarade de classe s'il ne l'a pas remarqué auparavant. Elle déclare qu'elle est assise devant lui dans la salle de classe. Elle souligne qu'ils sont tous les deux tellement absorbés par leur propre monde qu'ils sont complètement inconscients de leur environnement. Mais en ce moment, l'expression sur son visage a confirmé qu'ils ne sortent pas ensemble. Elle devine que ce n'est pas réciproque du côté de Joka. Romance à fond, confusion maximale. Quand il a l'air perdu, elle devine qu'il aime Kozaru. Son esprit innocent essaie de comprendre le mot amour, et il lâche un cri puissant.
Tamba doit se boucher les oreilles à cause du hurlement assourdissant, et elle l'avertit que Kojiru va se réveiller à cause de son cri. Il se couvre rapidement la bouche et réalise que Kojiru a été son tout premier ami, et c'est tout ce qu'il croyait. Mais il se souvient alors de son cœur battant la chamade chaque fois qu'elle le regardait avec ses yeux éblouissants et du moment où elle a tiré la langue. Il essaie de se rappeler ce moment magique où il est tombé amoureux d'elle, ou peut-être qu'il avait des sentiments pour elle depuis le début. Il fixe Kozaru qui est tombé et essaie de comprendre ce que dit Tamba. Frénétiquement, il demande à Tamba comment elle peut en être si sûre. Elle révèle que l'autre jour, elle les a surpris ensemble dans un magasin quand elle était au rayon magazine. Mode espionnage magazine, activé. Vie privée du Jioka, inexistante. Elle déclare d'un ton intimidant que ça fera une super histoire. Le pauvre Jioka commence à trembler comme une feuille, pensant que Tambo va répandre des rumeurs sur eux. Il entend les gens dire des bêtises sur lui, qu'il se bat et qu'il vole de force les copines des autres. Niveau de rumeur, extrême. Réputation, mal gérée. Il essaie de protester, mais avec une grande agilité, Tamba lui arrache son cahier et exige avec autorité qu'elle l'interviewe maintenant. Elle explique que l'interview concerne un projet de son club de manga sur lequel elle travaille. Elle affirme qu'elle est sur le point de sortir une comédie romantique qui va épater les gens. Elle affirme qu'elle croit au réalisme. Eujoka est plus choqué que jamais parce qu'il n'a jamais entendu parler d'un club de manga auparavant. Tamba sent sans doute qu'une personne aussi attirante et débordante de talent existe réellement. Niveau de talent, intimidant. Cerveau d'Eujoka, en chargement. Sur ce, elle se désigne indirectement en rejetant légèrement ses cheveux en arrière. Eujoka est complètement perplexe et lâche nerveusement que l'interview va le mettre dans une situation délicate. Une Tamba confuse réalise qu'il est encore un enfant piégé dans un corps de géant. Après mûre réflexion, elle lui propose que s'il lui donne l'interview, elle l'aidera avec sa vie amoureuse. Eujoka est trop abasourdi pour répondre, mais la chatte frisée dégonflée allongée sur le sol cligne lentement des yeux. Soudain, Osiru l'avertit de se tenir à l'écart, puis, comme un taureau en colère, frappe Tamba et la repousse. Ensuite, elle attrape brutalement Tamba et la griffe comme une chatte enragée. Elle déclare follement Tamba comme un assassin car elle l'a attiré dans une salle de classe vide, a verrouillé les portes, puis l'a interrogé sur Yujioka. Note d'assassin, 100%. Compétence de survie de Tamba, discutable. Niveau de panique de Yujioka, hors norme. Elle explique comment elle a été interrogée sans pitié sur sa relation avec lui et son intensité. Elle est certaine qu'elle espionne Yujioka pour quelqu'un et qu'elle recueille des informations. Elle la secoue brutalement par les cheveux et lui demande prudemment si tout allait bien quand elle s'est évanouie. Yujioka, reconsidérant silencieusement ses choix de vie, et Yujioka embarrassé défend Tamba en disant à Kojiru qu'elle est juste leur camarade de classe. Il l'exhorte à se calmer car elle blesse une fille inoffensive. Kojiru panique en apprenant la vérité et la lâche immédiatement. Mode détente, activé trop tard. Panique de Kojiru, extra croustillante. Ego de Tamba, légèrement meurtri. Une Tamba choquée est impressionnée par la technique de combat utilisée par Kojiru, mais cette dernière se sent totalement humiliée de s'être jetée sur elle pour de mauvaises raisons. Yujioka se détend un peu, puis il fronce les sourcils en pensant aux perspectives terribles quand Tamba et Kojiru deviendront proches. La comédie romantique ou sa nouvelle vie amoureuse seront dans la rue. Ensuite, Tamba se présente à Kojiru et s'excuse de l'avoir effrayé. Explique qu'elle voulait leur aide pour son projet. Quand Kojiru a l'air perplexe, elle précise qu'elle fait un manga. Cerveau de Yujioka, en chargement. Kojiru est émerveillé en apprenant cela, et un Yujioka angoissé peut sentir son intérêt. Il n'arrive pas à croire qu'elle lit réellement ce genre de choses, mais ses yeux pétillent et son ton scintille lorsqu'elle révèle qu'elle emprunte parfois les frères Pankatsu à son frère. Niveau d'emprunt de livres, ninja furtif. Un Yujioka choqué n'en a même jamais entendu parler. Mais Tamba mentionne avec suffisance que ses parents lisent ça depuis la publication originale, et qu'elle a la première édition de toute la série à la maison. Tamba décrit avec enthousiasme toute la série comme appartenant au genre de la comédie, mais la relation compliquée entre le protagoniste et son frère est assez grave. Yujioka la regarde jacasser à la vitesse de l'éclair.
Il se demande si c'est son imagination ou si les deux filles sont déjà devenues si amies. Inquiète, Kojiro lui demande si elle veut vraiment qu'il l'aide avec le manga. Il devient soudainement tendu, louant la pertinence de la question de Kojiro, et en même temps espère que Tampa ne va pas sortir de bêtises. Tampa hésite un instant puis révèle qu'une fois, quand elle était près d'eux, elle les a trouvés tous les deux disponibles. Eugioka serre le poing avec une pure fureur en apprenant sa raison loufoque. Niveau de grincement des dents, maximum, raison loufoque, chaos maximal. Suffisance de Tamba, indéniable. Mais il s'énerve encore plus quand une Kojiro ravie remarque qu'elle est tout à fait d'accord avec ça. Tamba demande qu'elle vienne à l'école un peu plus tôt le lendemain pour l'aider avec le projet. Elle ajoute qu'elle va lui demander des idées de manga originales, et une Kojiro émerveillée accepte volontiers, tandis que Yujioka se frappe le front de consternation. Bientôt, Tamba décide de partir, mais avant cela, elle se tourne avec suffisance vers lui et s'exclame qu'il sera intelligent s'il accepte son offre. Alors qu'elle claque la porte après elle, il se dit qu'elle est venue et repartie comme une tornade. Il décide ensuite de rentrer chez lui avec Kozuru. Sur le chemin du retour, Kozuru remarque que Tamba l'a d'abord perturbé, mais qu'en réalité, c'est une personne formidable. Elle proclame qu'elle a vraiment hâte de la rencontrer le lendemain. Il essaie de sourire et détourne le regard. Il a cette drôle de sensation dans la gorge comme si quelque chose était obstinément coincé à l'intérieur. Non seulement ça, mais il se demande si c'est ça, être amoureux. Il réalise qu'il est trop épuisé. Avec hésitation, il l'interroge sur les frères Pankatsu. Même après cette question, il change de sujet, mais Kojiro sort le manga et montre le personnage sur la couverture. Révélation du manga, dramatique. Les engrenages mentaux de Joka tournent. Tactique de diversion, échec. Elle explique qu'il est censé être un tueur à gages, mais qu'il échoue tout le temps. Autre chose étrange, il a un chien comme acolyte, et son frère perdu depuis longtemps est le chef ennemi. Les yeux de Joka s'écarquillent d'étonnement alors qu'elle serre affectueusement le manga. Taux d'échec du tueur à gages, hilarant. Acolyte canin, essentiel. Admiration câline du manga, certifié adorable. Une fois de plus, son esprit lui signale qu'il est plus amoureux d'elle qu'avant. Alors qu'elle ne cesse de jacasser sur le manga, un Yujioka distrait se serre la bouche, essayant désespérément de ne pas laisser échapper ses vrais sentiments. Alarme d'amour activée. Le lendemain matin, lorsque Kojiro entre dans la salle de classe, Tamba l'attend déjà. Elle s'excuse auprès de Kojiro de l'avoir forcé à venir si tôt, mais elle pense que ce genre de travail peut être fait en solitude. Elle suppose que Kojiro n'a jamais essayé de dessiner un manga. Et lorsque Kojiro confirme, elle l'assure de prendre son temps et de lui demander de l'aide quand elle le souhaite. Session manga matinale activée. Une Kojiro déterminée promet qu'elle fera de son mieux et ne la laissera pas tomber. Tamba lui dit de s'asseoir, mais elle regarde autour d'elle avec frénésie. Après s'être renseignée, Kojiro exprime son inquiétude quant à la raison pour laquelle Yujioka n'est pas encore arrivé. Tamba essaie d'éviter son regard puis hausse les épaules, pensant qu'il est peut-être en retard. Elle conclut qu'on ne peut dépendre de lui pour quoi que ce soit. Kuzaru sursaute de surprise, le défendant instantanément en disant qu'il n'est pas du tout comme ça et qu'il est très ponctuel. Elle se décide à le chercher, mais Tamba l'attrape frénétiquement par derrière, essayant de l'arrêter. Elle mentionne rapidement qu'il l'avait informé qu'il serait un peu en retard car il avait trop dormi. Kuzaru est suspicieuse car il n'a pas de téléphone, mais Tamba invente une petite excuse idiote qu'il lui a envoyé un pigeon voyageur. Pendant ce temps, Yujioka a été coincé dans un endroit exigu où il est incapable de bouger. Il est révélé que son corps énorme a été bizarrement coincé à l'intérieur d'un placard malodorant, et tout son corps palpite de douleur. Il se demande comment il a même fini ici. Tout s'est passé il y a 10 minutes lorsqu'il est arrivé 5 minutes plus tôt que l'heure convenue. Tamba l'attendait avec impatience, et en le voyant, elle force un sourire et lui rappelle sa promesse qu'elle l'aidera dans sa vie amoureuse. Elle ajoute que ce sera la cerise sur le gâteau pendant qu'elle mènera les recherches. Eugioka murmure pour lui-même, cerise sur le gâteau. Mademoiselle, je suis toujours le gâteau au four, cru et confus. Il se demande avec curiosité comment elle compte l'aider à cet égard.
Elle pointe du doigt le placard à proximité et l'invite à s'y cacher un instant. Lorsqu'il semble déconcerté, elle précise que lorsque Kozaru arrivera ici, elle glissera nonchalamment une question sur ses vrais sentiments à son sujet. J'imagine que rien ne crie plus la romance subtile que d'être fourré dans un placard comme un manche à balai. Maintenant, il n'est pas favorable à l'écoute clandestine de leur conversation à tort. Mais elle lui montre l'autre facette de la pièce, il se cachera dans le placard pour s'amuser et se trouvera par hasard à les écouter. Elle insiste sur le fait que de cette façon, il ne se sentira pas coupable. Eujoka lève les yeux au ciel en pensant, bien sûr, s'amuser. Si par s'amuser, vous entendez un jeu de cache-cache grandeur nature. Il la supplie de ne pas l'utiliser dans l'une de ses idées les plus bizarres, mais elle l'assure qu'elle a observé Kozaru hier, et qu'il est complètement dans ses bonnes grâces. Il est toujours très incertain quant au plan, mais Tambi l'encourage à y aller. Il soupire à la suggestion. Elle l'attire en peignant une autre image de son béguin, en énumérant tous ses points positifs. Pourtant, lorsqu'il n'est pas convaincu, elle lui crie dessus pour avoir été un bébé et le pousse brutalement à l'intérieur du placard. Elle s'exclame rêveusement qu'il s'avérera être son plus grand chef-d'œuvre. Et Gioka pense, chef-d'œuvre ? Mademoiselle, je ressemble plus à un Picasso de la panique, abstrait et déroutant. Un Gioka secoué la considère comme une scientifique folle effrayante. Il n'arrive pas à croire qu'elle l'ait poussé à l'intérieur si soudainement, et maintenant il est coincé à l'intérieur inconfortablement. Actuellement, Tamba demande à Kojiru si elle peut poser quelques questions avant que Yujioka ne décide de se montrer. Il prie silencieusement, si je survis à ça, au moins que mes muscles se déplient comme une serviette pliée. Kozaru suppose que ces questions doivent être liées au projet de manga, alors elle les accueille chaleureusement. Tamba sourit et la qualifie de sauveur. Avec une courte pause, elle se demande si elle aime Yujioka. À l'intérieur du placard, Yujioka panique car il n'est pas prêt pour la réponse de Kojiru. Il commence à frapper violemment à la porte du placard, affirmant que la question de Tamba était trop directe et qu'elle constitue une violation du concept de subtilité. Kojiru est déconcertée par l'impudence de la question de Tamba, alors elle répond en disant qu'elle ne l'aime pas, mais qu'elle l'aime vraiment. Il halète, les Jeux Olympiques de la porte qui claque. J'arrive. Le pauvre Joken a presque subi une crise cardiaque entre-temps. Il commence à frapper à la porte plus sauvagement, et une Tamba nerveuse lui lance la question suivante sur ses points positifs. Kojiru révèle qu'il est vraiment gentil et qu'il ne l'a pas abandonné même lorsqu'elle a mal gaffé et qu'elle ne faisait aucun progrès. Il pense, waouh. Et ici, j'essayais juste de survivre sans un évanouissement induit par la panique. Elle déclare qu'il la prend toujours au sérieux et qu'elle compte beaucoup pour lui. À l'intérieur du placard, Yujioka prend une grande inspiration, pensant qu'elle partage les mêmes sentiments que lui. Kozaru déclare qu'il compte plus que tout au monde pour elle et qu'il est un cher ami. Yujioka est stupéfait, tout comme Tamba. Elle confirme avec Kozaru si elle le considère comme un ami seulement et ne veut pas être en couple avec lui. Kozaru glousse et révèle qu'elle n'a jamais pensé à sortir avec lui car elle n'a jamais compris ce genre de sentiment. Eujoka soupire, le vieux rebondissement de l'intrigue de l'écrasement de placard, la zone d'amis de luxe. Une Tamba surprise valide à nouveau que Kozaru ne veut sortir avec personne. Elle mentionne clairement qu'elle n'a jamais ressenti le besoin de sortir avec quelqu'un, et, certainement, il n'y a pas de tel sentiment entre Gioka et elle-même. Elle redéclare son immense appréciation pour lui et veut être les meilleurs amis avec lui. Pendant ce temps, Gioka reste coincé dans le placard dans un état de stupeur car il est confirmé qu'elle a des sentiments les plus éloignés de l'amour et ne veut que de l'amitié avec lui. Il marmonne, l'amitié, le piège ultime dans une boîte en bois. Kojiru s'excuse auprès de Tamba, avouant timidement qu'elle n'a jamais eu de vrais amis auparavant, mais qu'actuellement, elle se sent extrêmement heureuse. Elle se demande si sa réponse a été satisfaisante. Tamba exprime sa gratitude d'une voix tremblante, puis Kojiru s'excuse poliment pour aller aux toilettes. Tamba pense, toilette ou mission secrète ? Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on vient de me recruter dans un film d'espionnage. Alors qu'elle est sur le point de partir, elle demande à Tamba de garder ses révélations pour elle et de ne surtout pas les révéler à Eujoka. Elle craint que ces révélations ne soient un peu embarrassantes. Alors qu'elle s'enfuit, Tamba est dans l'embarras car elle n'avait absolument aucune idée que Kozaru et Eujoka ont des points de vue complètement différents sur l'amour,
et comme d'habitude, elle a tiré des conclusions hâtives. Tamba marmonne, point de vue amoureux. Super. Maintenant, il me faut un organigramme et un doctorat pour suivre. Elle panique en pensant qu'elle a vraiment fait une grosse erreur. Soudain, la porte du placard s'ouvre avec un lent grincement. Elle se met à transpirer froid en pensant au volcan qui arrive. Elle chuchote, « Ah, oui. » Rien de tel que le suspense d'un gratte-ciel humain sur le point d'écraser votre vie comme un insecte. Elle se tortille d'horreur tandis que le bruit de pas lourd se rapproche d'elle. Complètement paniquée, elle lève les yeux vers l'homme imposant qui se demande anxieusement la raison de son immense transpiration. Elle bégaye au début, ne sachant pas comment commencer, mais finit par éclater en disant que les choses ne se sont pas passées comme elle le voulait. Elle pense, « Oh, super. Ma vie vient de se transformer en un manga à suspense en direct. » Sans la possibilité de sauter des chapitres, elle affirme qu'elle faisait ça juste pour s'amuser et qu'elle ne prenait pas ça si au sérieux. Il l'assure calmement que tout va bien et qu'il va parfaitement bien. Elle le regarde avec incrédulité, mais alors Kojiru entre soudainement dans la classe et l'appelle avec une joie immense. Elle marmonne à voix basse, joie, plutôt un double tourbillon d'émotions entrant dans la pièce. Eujoka la salue normalement comme si rien ne s'était passé. Il prend rapidement place et s'excuse d'être en retard. Elle l'assure de ne pas s'inquiéter car elle est toujours en retard aussi. Eujoka pense, « Ah, le couple parfait de retard chronique. Le coup de foudre au premier retard. » Elle raconte un incident où elle est venue à l'école un jour en frénésie, portant des chaussures dépareillées. Un Yujioka surpris lui rappelle que leur école est assez souple, autorisant tout type de chaussures. Elle révèle qu'elle s'est accidentellement présentée en patin à roulettes. Yujioka ricane, des patins à roulettes? Donc, en gros, elle est arrivée à l'école comme un pilote de NASCAR confus. Pour cette raison, elle pense que les matins sont 5 fois plus agités car elle a dû rentrer chez elle pour se changer, puis retourner à l'école en sprintant. Bientôt, ils éclatent tous les deux de rire tandis que Tamba les regarde avec une profonde curiosité. Yujioka réalise avec un sourire que Kuzuru est toujours gentil avec lui et rit avec lui. Il pense qu'elle l'appelle même son ami, et que cela seul doit être chéri. Il admet que la faute lui incombe d'attendre plus d'elle. Il soupire, l'amitié, le rebondissement ultime qui laisse votre cœur à la fois plein et légèrement meurtri. 6 jours plus tard, alors qu'il la dépose chez elle après l'école, elle essaie hésitante de lui dire quelque chose, mais se rétracte hystériquement et s'en va, le laissant complètement déconcerté. Mais il hausse les épaules, pensant qu'elle n'a peut-être rien voulu dire. Il est révélé que sa maison est à peu près à mi-chemin entre l'école et la gare, tandis que sa maison est à 30 minutes de train de la ville voisine. Alors qu'il monte l'escalier de la gare, Tamba l'appelle par derrière. Il est complètement surpris de la voir, et elle devine qu'il l'a évité depuis le début. Il explique timidement que c'est peut-être son imagination. Notre gars marmonne, l'éviter? Plutôt perfectionner ma technique d'espionnage ninja dans les escaliers. Elle se plaint que chaque fois qu'elle se retourne, il se cache toujours derrière quelque chose. Elle se demande pourquoi il est si enfantin. Eujoka hurle intérieurement, enfantin? Chérie, je fais de la gymnastique émotionnelle de niveau olympique ici. Puis, avec beaucoup d'hésitation, elle s'excuse auprès de lui pour avoir joué avec ses sentiments il y a 6 jours. Elle explique qu'elle a fait tout cela par curiosité. Yujioka lève les mains en l'air et la rassure qu'il va parfaitement bien. En fait, il lui est réellement reconnaissant. Il pense que Kojiru n'aurait pas préféré que quelqu'un comme lui avoue ses sentiments, il valait donc mieux le savoir à l'avance. Sinon, il aurait commis une gaffe. Il soupire, reconnaissant. Bien sûr. Mais mes cicatrices mentales sont maintenant admissibles à un congé médical mineur. Tamba est choqué de voir sa très faible estime de soi et souligne ce qu'il représente vraiment pour Kozuru en tant qu'ami. Il explique que Kozuru est une personne gentille avec tout le monde, et il a été assez stupide pour attendre plus d'elle. Cependant, maintenant il s'est convaincu et est totalement en paix. Pense, totalement en paix, plutôt une bombe d'empathie à retardement prête à exploser en apitoiement sur soi. Il pense que son apparence est assez discutable car son visage et sa taille intimident tous ceux qui l'entourent. Tamba lui crie hystériquement d'arrêter immédiatement.
Elle n'en croit pas ses oreilles qu'il se qualifie d'embarrassant. Eujoka chuchote, embarrassant? On m'a déjà appelé un phare humain. Merci beaucoup. Elle souligne que ses sentiments sont personnels et qu'il ne devrait pas trop se forcer. Elle se demande si quelqu'un lui avait déjà dit quelque chose de blessant et lui conseille de les ignorer. Elle lâche qu'elle prêtera une oreille à ses sentiments car ils comptaient aussi pour elle. Eujoka marmonne, enfin, quelqu'un de prêt à m'entendre me plaindre. Je peux maintenant retirer ma tribune émotionnelle. Maintenant, cela le fait la regarder d'un air interrogateur, et son regard curieux la déconcerte. Il est certain qu'en aucun cas elle ne pourra jamais le comprendre. Il raconte comment les gens le trouvaient intimidant même quand il ne faisait rien. Eujoka déteste sa stature imposante. Ça ne fait qu'empirer les choses. Les gens le traitent comme un voyou, répandent de vilaines rumeurs et cherchent la bagarre sans raison. Qui aurait cru qu'être des montagnes russes humaines pouvait être si amusant? Comme ce n'était pas considéré comme du harcèlement, aucun adulte n'est intervenu. Il soupire. Gangster. Mon plus grand crime est de bloquer la lumière du soleil avec mes épaules. Tamba écoute, la sympathie la submergeant. Quand il demande qui pourrait tomber amoureux de quelqu'un comme lui, elle murmure, personne ne le fera si tu continues à te dévaloriser. Puis elle marmonne, étape numéro 1, survivre au monologue géant des mots sans s'évanouir. Sans prévenir, elle retire son sac à dos et le frappe avec. Eujoka se fige, stupéfait. Attaque du sac à dos de 3 kilos. Bientôt dans une école près de chez vous, pense-t-il. Tamba ne s'arrête pas. Elle crie que malgré son apparence, ses aspérités et son sourire effrayant, c'est un joyau. Les larmes aux yeux, elle s'enfuit, le laissant étourdi et soignant un nez ensanglanté. Un joyau de personne. Ouais. Plutôt un diamant fourré dans un grille-pain. Pendant ce temps, à la maison, Kojiru bricole quelque chose, un sourire se dessinant sur son visage. Le lendemain, Eujoka se sent mal à l'aise à l'école alors que les événements d'hier se rejouent dans son esprit sur la façon dont Tamba l'a déclaré être une personne incroyable. Il croit qu'elle pensait réellement ces mots. En arrivant dans la salle de classe, il inspire profondément puis entre. Eujoka pense, personne incroyable. Bien sûr. Dans un univers parallèle où les grands gars maladroits sont considérés comme charmants. Il voit Tamba avec une expression ennuyée sur son visage. Mais dès qu'elle le voit, son visage se tord de choc. Quand il la regarde avec curiosité, elle pointe derrière son dos. Eujoka murmure, oh, super. Quoi maintenant? Encore des montagnes russes émotionnelles ou un méchant masqué? Alors qu'il regarde autour de lui, il est stupéfait de voir une petite silhouette portant un masque affreux. Soudain, une voix robotique le salue, précédée d'un bip sonore. Tamba et Eujoka sont pétrifiés par un spectacle aussi absurde. Mais la petite silhouette continue de faire des sons aussi ennuyeux. Eujoka murmure, je savais que sauter la journée des jambes mènerait à ça, être traumatisé par un minuscule ninja robot. Soudain, il éclate de rire et s'étrangle presque avec. Instantanément, le masque est retiré et apparaît le visage joyeux de Koznu. Elle exprime sa joie de le voir sourire. Eujoka pense, note à moi-même, ne jamais faire confiance à quoi que ce soit de plus petit qu'une boîte à pain avec un masque. Elle explique qu'elle a remarqué sa tristesse ces derniers temps, et qu'elle ne l'a pas vu sourire depuis des lustres. Eujoka est impressionnée qu'elle ait réellement remarqué son désespoir. Elle mentionne qu'il est dans un état appelé être dans une ornière, et ça lui passe sérieusement au-dessus de la tête. Eujoka murmure, être dans une ornière? Mademoiselle, je suis pratiquement un nid de poule humain à ce stade. Elle admet qu'il a toujours été gentil avec elle malgré qu'elle soit si ennuyeuse. Elle a deviné que puisqu'elle n'est pas drôle et qu'elle est généralement peu communicative, il pourrait s'être lassé d'elle. Pendant qu'elle tire des conclusions, elle pose fièrement comme une grande détective. Eujoka soupire, grande détective ou Sherlock amateur? Quoi qu'il en soit, je suis le Watson ignorant. Cependant, elle exprime son profond désir de le voir sourire et veut qu'il soit heureux chaque fois qu'ils sont ensemble. Un Eujoka illuminé affirme qu'elle a déjà un grand sens de l'humour et qu'elle est amusante à fréquenter. Elle remarque joyeusement qu'elle n'adopte une attitude comique que pour ses amis. Eujoka pense.
Donc, en gros, c'est un spectacle de comédie ambulant avec des réductions d'amitié occasionnelles. Elle se considère comme une personne aux multiples facettes. Tout le monde autour d'eux la considère comme un train à grande vitesse de détermination. Ensuite, elle sort une autre surprise pour lui, qui est une guitare, et annonce qu'elle va maintenant chanter. Eujoka gémit intérieurement une guitare. Qu'est-ce que c'est? Un concours de talent d'anime avec un chaos supplémentaire? Eujoka est profondément bâillonnée car la femme est un package complet de divertissement. Immédiatement, elle joue un air, et toute la classe se rassemble dans la stupeur. Tout le monde la regarde avec la bouche bée. Il murmure, « Ouais, piégé dans le concert de ma vie, et je n'ai même pas acheté de billets. » Eujeko se rend compte que même si elle essaie fort, elle est terriblement désaccordée. Cependant, il sait qu'au fond d'elle, elle essaie fort de le faire sourire. Il estime qu'elle s'est déchaînée dans ses efforts juste pour le réjouir. Mais ensuite, tout cela est revenu, semblant plutôt incroyable. Eujoka murmure, désaccordée, plutôt une tornade mélodique, mais étrangement attachante. Il la regarde avec admiration alors qu'une aura mystique l'entoure alors qu'elle répand les notes mélodieuses. Il remarque que tout le monde, y compris en bas, regarde le petit rossignol dans le coma. Eujoka soupire, coma, plutôt hypnotisé par la déesse du chaos elle-même.